mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, lundi 10 octobre 2022. Voilà, depuis la semaine dernière, vous le savez peut-être, on est avec vous en direct le matin, du lundi au mercredi, de 10h30 à 11h30. Et vous pouvez même participer à l'émission en nous appelant sur le téléphone qui va s'afficher un petit peu plus tard et que je vais vous rappeler aussi tout à l'heure. Donc, vous pouvez partager avec nous vos expériences, nous raconter vos témoignages et même poser des questions aux spécialistes qui sont là sur le plateau avec nous, concernant bien sûr le thème qu'on va aborder. Et pour le premier thème de la semaine, aujourd'hui, nous allons parler de le thème le gluten, problème de santé publique ou phénomène de mode. C'est devenu un argument de vente pour certains fabricants. Le sans gluten est à la mode, mais supprimer le gluten de son alimentation est-il vraiment incontournable? En fait, ça l'est sans aucun doute possible pour une maladie bien précise, la maladie cœliaque bien sûr, mais il existe aussi l'hypersensibilité au gluten. Non cœliaques, eux aussi doivent faire attention. Et il existe aussi un phénomène de mode récemment depuis quelques années déjà, où les sportifs aussi mangent sans gluten, font des régimes sans gluten pour avoir plus de performance, parce que le fait de digérer du gluten, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, nous allons en parler avec nos spécialistes. Ils vont nous répondre à toutes nos questions. Si c'est bon ou mauvais pour la santé d'arrêter le gluten quand on n'est pas atteint de maladie, eh ben, les spécialistes sont là. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir sur le plateau Dr Linda Omnia. Vous êtes nutritionniste. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité et d'avoir choisi aussi ce sujet. Merci. Et vous êtes médecin esthétique aussi. Également, exactement. À vos côtés, professeur Amira Boutaleb, vous êtes gastro-entérologue au CHU de Bab-el-Oued. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et bien sûr, avec nous, Wahida Salim Sherif, comme toujours. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va très bien. Et toi, Mounia, ça va? Ça va, très bien. Donc, pour la rubrique, ça sera WeShare en fin d'émission, mais tu vas participer à l'émission, tu vas participer tout au long de l'émission. J'ai beaucoup à dire, encore une fois. Ça va, Mounia, t'as passé une bonne semaine? J'ai passé une bonne semaine, un bon mouloud, sans accident, sans quoi que ce soit. Donc, pas de pétard, pas de ce genre de choses. En considération les conseils de nos invités la dernière fois. Exactement. Et même les Algériens aussi, ils ont fait très attention cette année. J'ai remarqué que cette année, il y avait beaucoup moins de pétards, de ce genre de choses, et c'était très intéressant. De jeux pyrotechniques surtout, voilà. C'était très intéressant. Alors, comme je le disais, les sportifs maintenant aussi s'y mettent sans gluten. Et est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire un régime sans gluten quand on n'est pas atteint de maladie cœliaque, quand on n'est pas hypersensible au gluten? Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce qu'on ne risque pas de carence quand on mange sans gluten, professeur? Oui, tout à fait, vous avez raison. D'abord, le régime sans gluten est un régime très exclusif. Il va enlever de l'alimentation pas mal d'aliments qui vont apporter des fibres, des protéines. Donc, d'abord, ça va coûter cher à la personne qui va l'adopter. Et finalement, ça va lui enlever pas mal d'aliments qui sont source d'énergie et qui sont bénéfiques pour le corps. Alors maintenant, l'adopter, est-ce que si c'est un phénomène de mode, peut-être que ça va être temporaire, mais conseiller un régime sans gluten comme ça, de façon prolongée à des personnes qui sont en bonne santé, moi, du moins, à mon humble avis, c'est pas du tout conseillé. Il n'y a pas d'intérêt réel. À mon avis, non. Et de toute façon, il n'y a pas d'études scientifiques qui aient prouvé réellement que le régime sans gluten était bénéfique pour la santé ou alors avait des intérêts spéciaux pour les sportifs de haut niveau. Il n'y a pas eu de preuves scientifiques pour cela. On a eu, je crois que c'est le joueur de tennis Djokovic qui a dit, qui a annoncé, il a même écrit un livre. Voilà, qui a même écrit un livre en disant que je mange sans gluten parce que il faut beaucoup d'énergie pour justement digérer le gluten et cette énergie, j'en ai besoin ailleurs. Donc, est-ce que c'est vrai, ça demande beaucoup d'énergie de digérer le gluten? Est-ce que cette énergie, c'est vrai qu'on peut la recycler pour autre chose? Je ne sais pas d'où il sort cette idée, mais en tout cas, ce qui est sûr, le gluten est une protéine qui est mal digérée par l'intestin humain. Oui. Donc, l'être humain n'a pas d'équipement enzymatique pour digérer complètement cette molécule. C'est pour ça que pour les personnes qui sont prédisposées génétiquement, c'est une molécule qui va traverser l'intestin pratiquement intact
et qui va justement chez des personnes qui sont prédisposées déclencher la réaction d'auto-immunité. Mais en fait, il n'y a aucune énergie finalement puisqu'il n'est pas digéré. D'accord, très bien. Est-ce qu'on découvre, comment ça se passe? Est-ce qu'on le découvre, on est avec ça, la maladie cœliaque, ou est-ce qu'on peut l'avoir à un âge avancé, ou quels sont les facteurs? Est-ce que déjà c'est héréditaire ou pas? Est-ce que par exemple on a un papa ou une maman ou une tante ou un oncle qui est cœliaque dans la famille? Est-ce que c'est héréditaire? Et est-ce qu'on peut l'avoir à un âge avancé ou est-ce qu'on est avec? D'accord. En fait, le facteur génétique, il intervient, mais pas à 100%. C'est-à-dire, quand on a un parent cœliaque, on a un risque de entre 5 et 12% d'avoir un enfant cœliaque. Donc, finalement, le risque, il n'est pas tellement important. Le risque est d'autant plus important que nous avons plusieurs membres de la famille qui sont cœliaques. Et donc on est par contre avec un équipement, enfin avec une susceptibilité génétique particulière. Donc il faut qu'elle existe pour que la maladie se développe. Mais ces gènes-là, ils existent chez pratiquement 20 à 30% de la population générale. Donc on peut avoir ces gènes sans pour autant développer la maladie. Donc il y a des facteurs génétiques autres, il y a des facteurs environnementaux qui vont favoriser la survenue de la maladie, qui va se déclencher aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, même chez le sujet âgé. Donc on a découvert des maladies chez des personnes qui ont plus de 60 ans. Donc ça peut arriver. Comme il peut y avoir bien sûr des diagnostics qui n'ont pas été faits dans l'enfance et qui ont été découverts à l'âge adulte. Mais le diagnostic est plus fréquemment fait chez les enfants. D'accord. Et est-ce que c'est facile justement de suivre ce régime, parce que c'est quand même un régime draconien, d'exclure le gluten carrément de son alimentation, le pain, les pizzas, on mange à l'extérieur aussi, on adore aller au restaurant, même si on ne le fait pas souvent, mais on aime bien ce genre de choses. On est invité pour les enfants, ils sont invités à des anniversaires, à ce genre de choses. Est-ce que c'est difficile de mettre en place le régime pour les enfants surtout, parce que j'imagine qu'un adulte pourra peut-être se contrôler parce qu'il est conscient du danger, mais un enfant, je pense que c'est un peu plus compliqué, docteur Mia. Oui, c'est beaucoup plus compliqué chez un enfant, effectivement, de lui dire que, en fait, faire un régime sans gluten ne se limite pas à ne pas manger de gâteau seulement ou à ne pas manger de pain. Donc, il y a beaucoup d'autres aliments qui sont interdits. Donc, par exemple, on interdit un bonbon, par exemple. On se dit, eh ben, c'est un bonbon, il n'y a que du sucre. Mais en fait, le colorant, le conservateur, et parfois il y a même des traces de gluten. Donc, les bonbons industriels sont interdits chez l'enfant qui est diagnostiqué cœliaque. C'est pas plus mal d'un autre non, côté. c'est pas. Oui, bien sûr, mais c'est un plaisir qu'un enfant va être privé. Les enfants ne comprendront pas que effectivement, ils vont aller en pizzeria et lui, il peut pas se permettre de manger la pizza, ou il peut pas manger le gâteau d'anniversaire. Oui, en fait. La maladie cœliaque, quand on a une maladie cœliaque, c'est-à-dire la maladie auto-immune, pas une intolérance au gluten, beaucoup les aliments, donc tout ce qui est blé, orge, tout ça c'est interdit, mais quand la maman doit cuisiner pour un enfant cœliaque, il faut qu'elle ait les ustensiles à part, comme on disait tout à l'heure, mais aussi il faut savoir que en dehors tout ce qui est en conserve est interdit. Donc tout ce qui a là où il y a un conservateur, où il y a des colorants sont interdits. Par exemple des cornichons en conserve. Des cornichons, la tomate concentrée. Oui. Tout est, là où il y a un conservateur sur l'étiquette, il faut bien regarder les étiquettes. Conservateur colorant, la tomate concentrée a beaucoup de colorants dedans pour certaines. Donc on ne peut pas utiliser ce genre les cubes pour cuisiner. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, les épices, ils ne sont pas interdits, mais il faut savoir qu'on les sèche avec de la farine certains. Par exemple, le poivre, il est séché par de la farine. Et donc, il faut acheter des épices en grains, les laver, les ressécher et les laver vraiment de manière importante parce que quand le grain de poivre, par exemple, il n'est pas lisse. Donc, il faut bien le laver, le sécher et le moudre pour pouvoir cuisiner avec. Parce que quelqu'un qui est intolérant, donc qui a une maladie cœliaque, le moindre petit grain de gluten, aussi banal qu'on puisse se le dire, eh ben, a aussi déclenche la maladie et maintient
parce que quand on fait un régime sans gluten pendant des années, ça y est, les villosités reviennent et la maladie en vit normalement. Mais il suffit qu'on casse le régime, qu'on peut redéclencher la diarrhée, tous les signes, les symptômes qui sont vraiment très désagréables, surtout chez un enfant. Donc il faut rentrer, et puis les contaminations croisées, comme on disait par rapport à la farine, si on doit l'acheter en vrac, et bien le fait de passer avec la pelle d'un aliment à un autre, voilà. En fait, c'est très très sensible et c'est très très délicat chez les enfants. Même à la maison, il faut avoir un placard spécial pour absolument. Les produits sans gluten. Je vous dis même, par exemple, les fruits séchés. La figue séchée, vous allez voir, elle est toute blanche autour. Ça, c'est de la farine qu'on met pour la sécher. Et tout ça, il faut lire entre les lignes. Vraiment, il faut lire entre les lignes. Il faut acheter que des fruits et des légumes frais et pouvoir adapter l'alimentation à tout ça, pouvoir faire des gâteaux. Franchement, on peut faire des gâteaux, on peut faire des glaces, on peut faire des bonbons, on peut faire des caramels, mais c'est très, très contraignant pour les parents et surtout très, très coûteux. Oui. Voilà. Après, ils prennent du plaisir, hein, parce que moi, j'ai rencontré des parents qui ont des enfants cœliaques, effectivement, ils prennent du plaisir à élaborer des recettes, à faire des courses, à donner des conseils. Voilà, on a même vu des parents qui n'ont pas d'enfants cœliaques et quand ils célèbrent les anniversaires de leurs enfants, ils font les faire de faire des gâteaux sans gluten. Sans gluten, voilà. Oui. Voilà. Non, mais il y a les médicaments aussi, il ne faut pas les oublier. Il y a des médicaments où il y a du gluten. Donc, même les médicaments, il y a certains médicaments qu'on ne peut pas donner. Donc, il y a une liste de médicaments qu'on peut il faut toujours préciser aux médecins que la personne est cœliaque. Quand on fait une consultation, quand on a un traitement à prendre, il faut préciser aux médecins qu'on est cœliaque, intolérant au gluten, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, pour faire attention, parce qu'on pourrait retrouver du gluten dans les médicaments. Oui. Et justement, à part le régime, est-ce qu'il y a moyen de soigner cette maladie? Est-ce que cette maladie se soigne, professeur? Non, pour le moment, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que le régime sans gluten. C'est-à-dire que il y a la recherche scientifique a fait quand même des efforts pour développer des médicaments qui pourraient éventuellement aider les patients à faire des écarts, pas remplacer le régime, mais possibilité de faire des écarts. Mais comme c'est une maladie où il n'y a pas de firme pharmaceutique derrière, donc la recherche n'avance pas rapidement, contrairement à d'autres maladies comme la maladie de Crohn, où on a à chaque fois de nouveaux médicaments qui sortent. Dans la maladie cœliaque, il n'y a pas de firme pharmaceutique derrière. Donc, et même les industriels qui fabriquent les produits sans gluten n'ont pas intérêt qu'il y ait des médicaments. Donc, finalement, il n'y a pas assez d'argent. On sait que c'est l'argent qui fait le progrès de la recherche. Donc, ça reste quand même très lent. Et il y a des médicaments qui sont en cours d'étude, mais il n'y a pas encore de résultats. Très bien. Alors, justement, il n'y a pas de médicaments, donc il faut suivre un régime strict. Et à vie. Et à vie pour la maladie cœliaque. Pour les malades cœliaques, mais pour les hypersensibles, on peut se permettre des écarts? Absolument, je pense que oui, parce que en général, les hypersensibles sont souvent... il y a eu un moment où tout le monde est devenu hypersensible, parce qu'on parlait beaucoup de l'hypersensibilité au gluten. Tous ceux qui avaient des ballonnements, tous ceux qui avaient des problèmes digestifs, alors je pense que c'est la maladie cœliaque. C'est vrai que le gluten, le pain, en particulier le pain blanc, sans fibre, donne des ballonnements. Mais ça ne veut pas dire qu'on est intolérant au gluten. Par contre, il y a des intolérances croisées. Par exemple, ceux qui ont une allergie ou une intolérance au lactose, on peut, disons que, en fait, c'est le contraire. Les gens qui ont une maladie cœliaque peuvent présenter une intolérance au lactose, mais qui va disparaître quand il y a les villosités, quand le régime sera bien structuré, les villosités intestinales reviendront, etc. On va absorber, parce qu'à un moment donné, quand on n'est pas diagnostiqué alors qu'on est cœliaque, il faut savoir que les villosités intestinales, elles s'aplatissent complètement, donc c'est là où on va avoir toutes les carences, donc les nutriments ne sont pas bien absorbés, le lait n'est pas bien absorbé, donc on développe une intolérance au lactose, on développe une anémie, on développe plein de carences dues à la malabsorption des nutriments. Et dès qu'on reprend, on diagnostique la maladie et on commence un régime sans gluten au bout de 2 à 3 mois, avec évidemment en traitant toutes les carences, à ce moment-là, les villosités vont reprendre, et parfois ça dure beaucoup plus longtemps, et toutes ces intolérances vont disparaître. Donc, donc l'intolérance au gluten, ça peut reprendre facilement, parce qu'il n'y a pas c'est pas une maladie auto-immune, il n'y a pas d'anticorps, les villosités ne se sont pas aplaties, donc c'est juste une intolérance, des ballonnements, des aigreurs, etc. On peut faire un petit régime sans gluten, ça va faire du bien, effectivement,
Et puis, on perdra tout ça. Et on peut même faire un petit test clinique. Enfin, généralement, c'est un test. Ils arrêtent pendant 3-4 mois, tout va bien. Dès qu'ils reprennent, ça revient. Mais ce n'est pas une maladie cœliaque. Ce n'est pas une maladie cœliaque, c'est une intolérance au gluten. Donc, on peut se permettre des écarts de temps en temps. Un gâteau d'anniversaire, ça ne fera pas de mal. Ça ne fera pas de mal, c'est clair. Donc, pour les produits, justement, pour les produits sans gluten, pour les gâteaux aussi, les petits gâteaux, des petites tartelettes, des petites quiches et ce genre de choses, ce n'est pas toujours évident de les trouver, des magasins spécialisés. Mais notre journaliste Farida Ben Muslim a déniché un petit magasin où on vend sans gluten et on fait aussi des gâteaux sans gluten. Et justement là-bas, elle a rencontré aussi des personnes qui sont venues justement se fournir en farine, en ce genre de choses spéciales pour malades cœliaques ou hypersensibles. Elle a recueilli leur témoignage. On suit ce reportage tout de suite et on revient juste après. La maladie cœliaque est une maladie auto-immune qui accompagne de nombreux symptômes qui la rendent difficile à diagnostiquer et qui, à son tour, rend la vie des malades pas des plus faciles à gérer. La maladie cœliaque, علاش باش نعرف انايا chaque malade a les symptômes تاعو. ماشي sont pas des symptômes standards. Les symptômes standards c'est mal عندهم توجعهم كرشهم douleur abdominale عندهم يجيهم حاشاكم لي دياري et tout. كاين دوطخ اللي عندهم لي سيمبتوم تاعهم سون سيلونسيو ما يبانوش هنايا يبانوا en parallèle في لانيمي. sont pâles, sont vraiment fatigués. يقدروا يتريشيو مي كي يتريشي راح يبانوا لي زيفي سكوندير تاعها راح يجيك حاشاك لا دياري تقدر حاشاك تحب تتقيا كاينه ثانيك الدوخه عندك ان فيرتيج يحكمك يعني هاد الامور باينين. Il y a une augmentation considérable. Lyon, alhamdoulilah, sur Alger, il y a pas mal de magasins, mais par exemple, il y a dans d'autres wilayas, nous avons l'habitude d'envoyer, on a envoyé des produits tels Tindouf et Adrara. Donc même il y a des wilayas où ils n'ont rien aujourd'hui. Donc pour dire que le nombre de la maladie de plus en plus est importante, vu les techniques de diagnostic sont évoluées, ce qui fait que de plus en plus on trouve de malades cœliaques aujourd'hui. Votre médecin vous a décelé la maladie cœliaque et vous cherchez comment faire pour vous adapter à cette nouvelle condition et changer d'habitude alimentaire. Un régime qui s'avère très difficile à suivre en raison de la gamme restreinte des produits disponibles sur le marché. Pourquoi le cœliaque ne mange pas un produit tout frais? Parce que déjà, au départ, il n'y avait rien du tout. Et puis il y avait des initiatives, des gens qui ont fait de telle manière, ils ont apporté un plus, ils ont permis les gens mais ils n'ont pas produit les produits d'Aham. On est venu après, mais on a apporté l'idée de proposer aux clients un produit tout frais. Le client, il va prendre le pain d'aujourd'hui, il ne va pas prendre le pain d'hier. Le problème, c'est quoi? C'est que tu as ما تلقاهاش n'importe où. جو عندنا des magasins spéciaux ou des boulangeries spéciales اللي لازم نروحوا لهم. Je suis un client نقولوا habitué par rapport au pain. Parce que هو اللي نلقاه disponible هنا. Mais les autres produits راهم يكزيستيو في les supermarchés. Il y a des magasins mais précisément le pain ou la pâtisserie ou là ما نلقاوهاش partout. C'est une maladie chronique et elle ne touche pas uniquement les riches. Elle touche tout le monde. جميع الطبقات. وحنايا on aimerait bien que l'État subventionne le produit هدايا pour que tout le monde يكون عنده le pouvoir d'achat تاعو. Il y a lieu de souligner que les points de vente de ces produits sont réduits. Heureusement qu'il existe des commerces qui proposent leur vente sur les rayons de leur boutique. Plus question de se contenter de regarder les plats des autres autour de la table. Tout le monde a le droit de manger le même repas. On essaye باش الناس كامل يكون عندها le même repas à la maison, soit رشتا soit تختوخا. Et c'est un produit maison, tout frais. Qu'on prépare les gens, on le prépare exprès en forme de portion parce que madame, dans les familles, des fois c'est pas tout le monde qui est cœliaque. Il y a un seul membre ou là, comme ça ils prennent pas une grande quantité. C'est pour ma femme.
سي سورتو بون حنا والفنا شغل والفنا في الدار البروبليم لي ديفيكولتي سي كي طيب في الدار حطيب دو بلا تسمى لي بلا تاعها سورتو في لي بات سي نطيب لي بلا تاعها وحنا باردون وطيب لنا لي بلا تاعنا ديجا هنايا تاخذ الوقت جينيرالمون حنا لي ديفيكولتي نلقاهم ثاني كي نخرجوا على الاكستيريور نكونوا برا ولا في لي ريستورون ولا في لي بيتزيريا ولا با مونجي. C'est une maison spécialisée dans tout produit, la vente et production des produits sans gluten. Donc on a deux parties, la vente des matières premières qui m'a les farines, qui m'a les pâtes, qui m'a les couscous, qui m'a les gâteaux, des gâteaux. En même temps on produit le pain terne, on produit de la pâtisserie, on produit des salés pour nos clients. Vivre avec ce problème de santé est un supplice pour les malades, se surveiller en permanence pour ne pas succomber à la tentation, sans parler de la disponibilité des produits, car en fait, c'est une histoire de goût et surtout de coût. Eh oui, c'est vrai, c'est une histoire de goût et de coût, c'est toujours ça le souci aussi, bien manger, c'est pas évident aussi, ça coûte de l'argent. Avant de continuer, je vais vous rappeler le numéro de téléphone de l'émission. Donc vous pouvez nous contacter sur le 023 53 19 75, posez-nous vos questions ou témoignez. 65, pardon. À la fin, c'est 65. Donc je répète, 023 53 19 65. Vous voulez poser des questions ou témoigner. Marhaba bikoum. Et tout de suite, je crois qu'on a déjà un appel téléphonique avec nous. Nahila. Bonjour Nahila. Bonjour madame. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Ça va très bien, merci. Alors, Nahila, vous êtes cœliaque, c'est ça? Vous êtes cœliaque et votre fille l'est aussi? Oui. J'ai ma fille maintenant qui a 14 ans, elle est cœliaque de naissance. Comment vous avez découvert que vous étiez cœliaque et comment vous avez découvert aussi la maladie de votre fille? Bon, ma fille de naissance, quand j'ai commencé à lui faire manger, quand elle a commencé à manger, à 9 mois, la petite, elle avait des diarrhées hachek, très fréquentes, et des vomissements. Les pédiatres, c'est pas tout le monde qui c'était quoi. Après, j'ai un pédiatre qui m'a demandé de faire les analyses. Allez, c'est possible qu'elle soit cœliaque. Quand on a fait les analyses, on a constaté qu'elle était cœliaque. Vous avez confirmé le diagnostic. Vous avez précisé au pédiatre que vous étiez cœliaque, vous aussi? Moi, c'est récent, par contre. Ah, vous, c'est récent, d'accord. Oui, il y a 4 ans. D'accord. Oui, ça fait 4 ans que les analyses, parce que j'avais une anémie qui se répétait tout le temps. Tout le temps, donc je devais explorer. Et quand j'ai exploré, ils ont constaté que j'avais la maladie cœliaque moi aussi. Alors, est-ce que c'est facile pour vous de suivre un régime, et surtout pour votre fille, de suivre un régime sans gluten? Ça ne doit pas toujours être évident. Bon, surtout, au début, c'était que la petite. Donc, je lui préparais des repas spéciaux pour elle et tout. Et vous savez, un enfant, quand il est autour de sa famille où il mange son plat est différent des autres, c'est pas évident. Il se demande, surtout à l'école, pourquoi je prends pas des croissants, pourquoi je prends pas des jus, pourquoi je mange pas tomina, par exemple, qui m'a le mouloud, les enfants idées ou hagdaya, pourquoi je peux pas manger ça, malgré que je lui donne sa part. Mais les enfants sont tentés. Bien sûr. Les autres et tout. Bon, maintenant elle a grandi, alhamdoulilah. Mais aussi maintenant, elle a 14 ans. Elle sort avec ses copines et tout, manger dehors, les pizzerias et tout, et c'est pas du tout évident. Ça, c'est pas évident, justement. Elle commence à tricher. Et quand on triche, ça se ressent ensuite, les symptômes reviennent. Oui, elle fait des diarrhées, après elle est faible pendant 3 jours, elle n'est pas active. Pendant 3 jours, elle ne peut pas être active comme d'habitude, elle se sent très faible, des maux de tête, des diarrhées très pâles et tout. Oui. Ça se ressent. Oui. Surtout les diarrhées, oui. Très bien. Donc, du coup, elle comprend mieux maintenant, même si elle sort et puis elle mange, elle comprend mieux pourquoi elle est privée de gluten, de certaines choses. Oui, elle comprend très bien. En plus, alhamdoulilah, je suis très contente. Quand les gens lui demandent de manger, elle leur dit non, je suis allergique au gluten, je ne peux pas manger ça. Très bien. Donc, elle n'a pas de complexe.
Très bien. C'est bien. C'est très bien. Et justement, vous faites aussi partie d'une association justement pour les cœliaques, c'est ça? Les cœliaques, oui, de Madame Djebbar et Safia. Oui. Dès qu'elle était jeune, la petite, qui se met de l'association. دخلنا معاها في l'association. Les débuts, c'était bien. Ça vous a aidé? Oui, ça nous a aidé. Oui. Mais maintenant, apparemment, l'importation maquillage ou les produits sont chers, où il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aident. Donc, ça a diminué. Les dents, les cannes, ça a diminué. D'accord. Moi, je lui ai demandé pourquoi. Il n'y a pas de dents, pas les importateurs, les producteurs, qui font la production des aliments sans gluten. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est pas évident, madame. C'est pas évident. En plus, personnellement, je cherche des produits de qualité. Oui, c'est normal. Oui, et il y a des productions nationales. Il y a des magasins qui poussent un petit peu partout parce que ça aussi, c'est devenu aussi un effet de mode et tout ça. Donc il y a aussi le régime sans gluten sans être cœliaque. Donc il y a beaucoup de magasins qui proposent aussi des produits maintenant. Et puis il y a aussi des astuces qu'on va vous donner justement tout au long de cette émission, des astuces pour pouvoir manger, se nourrir correctement et sans avoir de soucis justement. D'accord? Oui, il y a des grandes surfaces qui le font. J'ai entendu votre reportage tout à l'heure. Il y a Dar al-Karim. J'ai l'impression que la voix à Dar al-Karim et qui font des gâteaux et du pain et sans gluten. Oui, il y a pas mal de magasins en tout cas. En tout cas, continuez de regarder l'émission pour suivez-nous en tout cas pour plus de conseils et voilà, plus de conseils de nos spécialistes. Merci beaucoup Nahila et bon courage à vous. Justement, avec cette maladie, ça ne doit pas être évident ni pour vous ni pour votre fille. Oui. C'est pas évident du tout. Et donc, justement, je suis en train de te voir, tu as un peu des larmes aux yeux. Oui, non, en fait, non, je toussais. Ah, d'accord. Peut-être c'est les émotions aussi. C'est les émotions aussi. Et toi aussi, je pense que tu as une anecdote par rapport à ça. Oui, justement, en fait, quand la dame était en train de témoigner et tout, je me disais comment on a pu connaître c'est quoi être cœliaque et tout. On a tous eu une petite anecdote. Parce que les familles algériennes, si on n'a pas quelqu'un dans notre entourage, vous me corrigez parce que vous êtes du domaine, on ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, quand on est malade, on ne se dit pas, quand on a les premiers symptômes, on ne connaît pas et on ne se dit pas, tiens, peut-être que je pourrais faire une intolérance au lactose, au cœliaque, au gluten, ou je suis cœliaque. Ça, on va penser à tout. Sauf à ça, n'est-ce pas, docteur? Voilà. Donc, du coup, je vais vous raconter un jour, j'avais une copine, on était adolescentes et on était beaucoup dans l'humanitaire, on sortait avec des associations et tout. À un moment donné, on devait prendre notre goûter. Et tout le monde fait sortir ce qu'il avait à manger, bien sûr, des produits industriels, quand on est jeune adolescent et un peu inconscient. Et à un moment donné, on lui propose d'échanger des gâteaux. Elle nous dit non, merci, je ne mange pas. Elle a fait sortir sa boîte et on se dit tiens, pourquoi elle ne mange pas comme nous? Parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Elle me dit je suis cœliaque. Ah, c'est quoi ça? C'est une maladie, c'est une allergie? On ne connaît pas. Parce qu'on n'a jamais entendu parler de ça autour de nous. Et elle fait sortir sa boîte, ça m'a marqué. D'ailleurs, quand les gens parlent de ça, c'est le premier truc qui me revient en tête. Elle avait des gâteaux au chocolat et elle avait des salés. On a goûté, ils étaient savoureux, ils avaient pratiquement le même goût qu'on a l'habitude d'avoir nous, chez nous. Oui. Le soir même, dès qu'on rentre tous chez nous, on se met un peu sur Internet pour voir ce que c'est. À l'époque, Internet, vous savez comment c'était, pour avoir l'information, donc il fallait s'assurer. Et là, on a compris un peu ce que c'était. Mais encore une fois, ce que je disais, que moi, grâce à ma copine, donc j'ai su qu'il y avait cette intolérance et qu'on pouvait vivre, disons, normalement. Parce que honnêtement, elle, avec sa maman, elles font beaucoup d'efforts concernant les recettes. Elles élaborent des recettes elles-mêmes. Elles font très attention quand il s'agit de consommer certains aliments. Elles vérifient. C'est un peu grâce à elles qu'on s'est mis un peu, nous, autour de nous, de regarder, de vérifier les composants des aliments. Oui. De voir. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup oui, justement. Et elle s'est vraiment adaptée justement avec sa maman. D'ailleurs, sa maman, je pense qu'elle a élaboré des recettes spécialement pour elle. Voilà, j'avais entendu le témoignage de la dame qui disait que c'est un peu difficile par rapport à Tammeina, mais je suis sûre qu'elle a fait Tammeina pour sa vie. Je me rappelle, elle avait fait le qalb al-lawz. Elle fait qalb al-lawz. Oui. Et ils essayent. J'avais assisté à son anniversaire, on a eu droit à un gâteau sans gluten, il était délicieux. Avec du chocolat et tout. Franchement, c'était trop bon.
Il faut tout simplement aller consulter, voir les nutritionnistes, voir les médecins pour avoir toutes les informations qu'il faut. Et aujourd'hui, on va essayer de donner un maximum d'informations. Et justement, comment savoir qu'on est soit intolérant au gluten, soit cœliaque. Comment on le découvre? Quels sont les symptômes justement qui doivent nous faire, tilt et se dire alarmer surtout. Voilà. Oui, en fait, il faut dire que c'est une maladie protéiforme, c'est-à-dire qu'elle se manifeste par une multitude de symptômes. Ce qu'on connaît nous le plus, c'est un patient qui fait de la diarrhée, qui perd du poids, qui a des carences. Mais il faut savoir que ce tableau clinique, il est très rare. Il fait moins de 20% des patients. Donc la plupart des patients, ils ont des symptômes très discrets, c'est-à-dire des petites douleurs abdominales, des ballonnements, on peut avoir même une constipation. Ça peut être aussi des symptômes qui ne sont pas digestifs, donc extradigestifs, comme la dame, elle a dit tout à l'heure qu'elle avait une anémie, une anémie chronique qu'elle traitait, qui revenait à chaque fois. Donc ça, c'est le symptôme le plus fréquent extradigestif, c'est l'anémie chronique. Vous avez aussi des femmes, par exemple, la stérilité, aussi bien chez la femme que chez l'homme, ça peut être dû à une maladie cœliaque, les avortements répétés. Par exemple, des jeunes filles qui n'ont pas leurs règles tôt, elles ont les règles par exemple à 16 ans ou à 17 ans, ou alors une ménopause précoce. Ça peut être aussi des malades qui n'ont aucun symptôme, ou alors très peu de symptômes, parfaitement asymptomatiques, et qui sont découverts fortuitement, soit lors d'un dépistage parce qu'ils ont des parents cœliaques, ou bien parce qu'ils ont des maladies auto-immunes associées, une thyroïdite par exemple, auto-immune, ou un diabète type 1. Donc c'est vraiment très varié. Donc pour penser à la maladie cœliaque, c'est difficile parfois. Même le médecin, il n'y pense pas automatiquement. Donc forcément, il n'y pense pas. Donc il faut y penser, surtout quand on a des antécédents familiaux, quand on a des maladies auto-immunes associées. Là, il faut vraiment y penser. Sinon, la plupart des cas, ils sont diagnostiqués quand il y a de la diarrhée chronique, parce que là, c'est vraiment très facile d'y penser. D'accord, mais quand il n'y a pas de symptômes, justement, quand il n'y a pas de symptômes, et qu'on ne fait pas de régime sans gluten, est-ce que c'est dangereux pour la santé? Oui, parce que qu'est-ce que ça peut induire, justement? La chose la plus difficile, justement, c'est que quand on a une maladie cœliaque, il n'y a pas d'absorption de calcium ni de vitamine D, et on peut avoir une ostéopénie, voire une ostéoporose. Donc, des fois, des sujets jeunes ont très peu de calcium dans leurs os, ils font des fractures pathologiques pour une petite chute, ils vont faire des fractures. Parfois, il y a ce qu'on appelle l'ostéomalacie, carrément, des os qui vont se tordre, et ça donne des déformations osseuses qui sont irréversibles. Donc vraiment, donc il y a ça, et puis il y a les complications qui peuvent survenir tardivement, notamment les cancers, les lymphomes et les cancers intestinaux qui peuvent survenir quand les maladies cœliaques ne sont pas diagnostiquées tôt, et que à l'âge par exemple au-delà de 50 ans apparaissent ce genre de complications. Bien sûr, c'est rare, mais ça existe. Et le dépistage se fait comment, justement? C'est des analyses sanguines? Sanguines, oui, tout à fait. Donc on recherche les anticorps dans le sang. Maintenant, c'est disponible un peu partout, dans les hôpitaux, dans les laboratoires. Donc il suffit de faire un test sanguin pour dépister la maladie. Mais pour confirmer la maladie, notamment chez l'adulte, il faut faire une endoscopie digestive avec des biopsies intestinales et diagnostiquer l'atrophie villositaire. D'accord, donc il faut faire la biopsie quand même pour confirmer le diagnostic. Oui. Donc c'est une intervention qui n'est pas très... Non, ce n'est pas une intervention, c'est une endoscopie. Voilà, une endoscopie haute. C'est désagréable, effectivement. Je suis une grosse chochotte, donc le fait de savoir qu'on a quelque chose qui va rentrer, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis... Oui, c'est un examen qui est désagréable, mais de plus en plus, c'est fait sous anesthésie générale. Il y a beaucoup de gens qui le font sous anesthésie générale, donc c'est coûteux, effectivement, c'est un examen invasif et coûteux, mais pour les personnes qui ne tolèrent pas l'examen, effectivement, c'est une alternative. Parce que, au fait, parfois, la sérologie peut être négative, malgré que la maladie est là ou les symptômes sont là. Et parfois, la sérologie, les examens sanguins, il suffit que la personne fasse un petit régime pendant quelques mois, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, et que la sérologie revient négative. Mais le diagnostic vraiment de maladie cœliaque qui est le plus parlant, c'est l'atrophie villositaire qui est retrouvée à la fibroscopie et à la biopsie. Je voulais
voulais juste rebondir sur le diagnostic ou la symptomatologie. Moi, j'ai reçu particulièrement un enfant. En fait, chez l'enfant, il y a souvent un retard staturopondéral et parfois, et même souvent, on fait toutes les recherches possibles imaginables, mais à la fin, on se retrouve avec en fait, c'était la maladie cœliaque en fait, il n'y a pas de symptomatologie digestive, il n'y a pas de symptomatologie du tout pour lequel on va être orienté vers une maladie cœliaque. Il y a juste un retard staturopondéral. Et moi, j'avais reçu un enfant comme ça où il avait fait tous les examens possibles, oui. Même en Angleterre, son père vivait en Angleterre, il l'avait emmené et il n'y avait pas eu de diagnostic. J'ai pensé à la maladie cœliaque, donc je lui ai fait faire une fibroscopie avec biopsie, c'était une maladie cœliaque. En fait, il était quand même assez grand, mais à l'époque où je l'avais reçu, il avait 14 ans, donc il y avait quand même un retard assez important. Ça lui a permis de grandir un peu plus avec le régime, mais ça c'est très important. Moi je trouve que les pédiatres aussi, ça aurait été bien d'avoir un pédiatre avec nous parce que en dehors de la symptomatologie digestive, le retard staturopondéral est un des signes de la maladie cœliaque, de diagnostic de la maladie. Très bien. Donc, je crois qu'on a reçu un appel de Rania, plus connue sur les réseaux sociaux, de Tata Nia. Bonjour Rania. Bonjour à toute l'équipe. Merci. Bonjour aux médecins qui ont été présents et qui ont beaucoup apporté sûrement à tous ceux qui en ont tellement besoin. Vraiment, oui. C'est un honneur de les avoir sur le plateau. Il faut les remercier. Merci. J'aimerais peut-être ajouter ou peut-être synthétiser tout ce qui est de la maladie cœliaque. Je ne suis pas médecin, oui. Mais j'ai une grande expérience parce que lorsque j'allais chercher ma fille qui avait 13 ans en 1997 au lycée, on me disait elle a fait la diarrhée, elle est à l'infirmerie. Oui. Donc je la mettais dans la voiture, j'allais directement à Birtraria. Et là, je remercie les gens de Birtraria, les médecins qui l'ont vite pris, qui la prenaient chaque fois en charge et qui la réhydratée, parce qu'avec la diarrhée, il faut rappeler qu'on se déshydrate très vite. Alors, qu'est-ce qu'il fallait éviter? Moi, je ne savais pas. C'était en 87, il n'y avait pas l'Internet. Donc, ce que j'ai fait, je suis allée chez le pharmacien et je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez sans gluten? Il m'a dit, il y a de la farine pour bébé sans gluten. D'accord. Donc, j'ai acheté de la farine de bébé sans gluten pour ma fille. C'était entre nous très coûteuse, mais il le fallait. Et le matin, au lieu de lui faire prendre une tartine et un café au lait ou un chocolat au lait, je lui donnais de la farine de bébé. Oui. Et comme elle était coûteuse, j'ai dit, moi, au lieu de l'acheter à chaque fois, je vais lui mettre de la maïzena, du riz, et j'ai commencé un petit peu... Vous avez essayé d'adapter un petit peu, faire votre propre recette? Voilà, mais je ne savais pas qu'elle était cœliaque. Hein. Oui. C'était à la suite d'un prélèvement biopsique où on m'a dit que la biopsie avait un classement, je crois, de 4 stades. Et ma fille était déjà à un stade 1,5 ou 2 ou quelque chose comme ça. Donc, elle était déjà bien cœliaque. Oui. Hein. Oui. Alors, bien sûr, chez le nourrisson, les signes sont différents. Parce qu'il y a des selles graisseuses, il y a le nourrisson maigri, etc. Mais chez l'adulte, il y a une diarrhée chronique. Mm-hmm. Il y a un manque d'appétit, on ne veut plus manger. Il y a une perte de poids et une grande fatigue, vraiment. Oui, mais ça a été facile pour votre enfant, justement pour votre fille, de comprendre sa maladie, de comprendre qu'elle devait manger des plats spéciaux qu'elle ne pouvait pas manger au restaurant, qu'elle ne pouvait pas manger les gâteaux avec ses amis, qu'elle devait suivre un régime strict. Eh ben, pour ne pas la choquer, on s'y est mis nous aussi, hein, toute la famille s'y est mise au régime. Voilà. Alors, il faut pas prendre de gluten. Mmh. Pourquoi? Parce que le gluten est une protéine donc qui est présente dans ce qu'on appelle le SABO. Le SABO, c'est S-A-B-O-T. Mmh. Donc, je vais lentement, je me concentre. Le S pour seigle, A, avoine, oui. B, le blé, O, l'orge. Et le T, c'est ce qu'on appelle les triticales, c'est-à-dire un mélange de seigle, de blé. D'accord. Alors tout ça, ça devient, je mets entre crochets, du poison pour le malade cœliaque.
Et ça a été facile pour elle de suivre le régime, pour vous d'adapter vos recettes à la maison, vous organiser à la maison? Vous lui faisiez son plat à elle toute seule ou c'était tout le monde qui faisait un effort pour manger pareil, on va dire, pour ne pas un peu l'exclure? Ce n'était pas un effort de la part des autres, c'était de la curiosité. Oui. Et il trouvait que ce que je faisais, bon, je me jette des fleurs, était délicieux. Donc, je n'utilisais pas les gâteaux qu'on achète dehors. D'abord, ils sont coûteux, ils sont secs. Je suis désolée pour ceux qui les produisent. Je faisais mes propres gâteaux, je faisais mon propre pain, ma propre galette. Et maintenant, je fais le propre lait là d'amande, parce que je me suis dit peut-être le lactose aussi, ça lui fait mal. Vous savez, tout ça, c'était à éviter. Donc, le matin, dès qu'on se lève, surtout que maintenant on ne trouve pas de lait en vente, eh ben, c'est le lait d'amande pour tout le monde. Ah bah, et je vous assure que c'est moins coûteux que la boîte. C'est blablabla, je ne dis pas la marque, je sais qu'il ne faut pas la dire, hein, oui. Qui fait 150 dinars et qu'on ne trouve pas en vente. Je préfère mettre une petite poignée d'amandes, la tremper la veille, et ensuite jeter l'eau, lui mettre de l'eau, la presser comme ça, avec réduire les amandes avec le mixeur, et ensuite filtrer exactement comme on filtre le café. Voilà. Et quand on filtre le café, on obtient du café et on obtient aussi le marc. Vous avez du marc d'amande, voilà, vous avez de la poudre d'amande, tout simplement. Ensuite... Alors je récupère le marc, ça ne s'appelle pas le marc, ça s'appelle l'ocara d'amande. Oui. L'ocara d'amande. Et j'en fais des crêpes, des galettes, des gâteaux. Alors, vous recyclez. Eh ben, très bien, vous avez même organisé des ateliers pour apprendre aux parents de préparer justement des recettes sans gluten pour aider les parents. C'était juste après j'ai suivi à Bourouba. D'ailleurs, je leur tire chapeau. On avait de très bons chefs qui nous donnaient des cours de pâtisserie, des cours de tout, quoi, de pizza, etc. Et j'ai découvert là-bas que pour les gâteaux, par exemple, le chef, il nous dit prenez de la poudre et vous ajoutez de l'eau. Moi, je disais non, mais pour faire la crème fraîche, on obtient mieux, etc. Donc, moi, je n'utilise pas les poudres qui se vendent dehors. Oui. Je n'utilise pas les sirops qui se vendent dehors, ni la confiture, ni rien de tout cela. J'utilise ce que je fabrique. C'est-à-dire qu'on peut faire, voilà, même pour les parfums, si on a une orange, par exemple, qu'elle est belle et qu'elle a un joli zeste, on prend les zestes d'orange, voilà. Je le sèche et ensuite je le moue. Et ça me fait de la poudre de zeste d'orange. Ça vous fait un arôme orange. Magnifique. En tout cas, toutes ces astuces sont super. Et puis, on vous retrouve sur Facebook, Tatania. On pourrait vous contacter si les téléspectateurs nous voient, s'ils ont besoin de conseils. Vous êtes présente sur les réseaux sociaux. Merci encore pour votre témoignage. Et bon courage pour la suite aussi. Est-ce que je vous dis rapidement ce qu'il faut éviter sur le marché, en plus du sabot? Comment? Je vous dis rapidement, parce que c'est très important, ce qu'il faut éviter d'acheter sur le marché. Mais justement, on va en parler avec nos invités sur le plateau, nos spécialistes sur le plateau. On va un peu développer tout ça, tout ce qu'il faut éviter, parce qu'on n'a plus vraiment le temps. Merci encore pour votre témoignage et à bientôt, Inch'Allah. Merci encore. Justement, tout ce qu'il faut éviter sur les marchés. On a vu tout à l'heure dans le reportage qu'il y avait un magasin spécial produits sans gluten où ils préparaient sans millefeuille. On voyait le millefeuille et puis les quiches et tout ça. Et justement, je vois que vous faites une grimace, docteur Omnia. Oui, non mais... On aurait bien aimé, évidemment, ça aurait été vraiment extra. En fait, le problème dans ces pâtisseries qui vendent aussi bien des gâteaux avec farine normale et ils mettent sur le côté gâteau sans gluten. Je ne suis pas très d'accord parce que déjà le fait qu'ils soient dans un même présentoir, c'est contamination croisée.
contamination croisée, il faut que ça soit il faut que le présentoir ou l'atelier dans lequel il prépare, il faut que ça soit un atelier complètement à part. Il faut que les ustensiles soient à part. Il ne faut pas qu'il y ait de contamination croisée. On peut dire gâteau sans farine, on peut le dire, mais pas sans gluten, parce que il ne faut pas négliger cette maladie cœliaque, parce qu'il faut comprendre il faut leur faire comprendre à tous ces pâtissiers qui sont de très bonne foi, j'en doute pas, mais que c'est hypersensible, que le petit grain de gluten que cette personne qui a vraiment envie d'en manger du gâteau, parce qu'en fait même le chocolat, c'est pas n'importe quel chocolat, il faut que ça soit du chocolat sans gluten. Donc du coup, mettre du cacao et des chocolats industriels, etc., non. Faites pour un intolérant au gluten, mais pour une maladie cœliaque, il faut la prendre en considération, parce que c'est une maladie auto-immune qui peut évoluer vers des complications très très graves, même vers des complications de cancer. En fait, c'est même si en mangeant ce gâteau, on n'a pas la symptomatologie. On peut le manger sans qu'il y ait de diarrhée, sans qu'il y ait... Mais au fond, à côté, tout ce qui est villosité, tout ce qui est malabsorption de nutriments, elle va continuer à se développer. Parce qu'il faut savoir que quand il trouve un gâteau chez le pâtissier, il va partir chaque semaine acheter ce gâteau. Oui. Voilà, donc c'est ça le problème. Et chaque semaine, il va être recontaminé, etc. Le week-end, je me fais plaisir, je prends un truc, voilà. Même s'il n'y a pas de symptomatologie clinique, mais de l'autre côté, il peut développer, il peut retomber sur ces crises de maladie cœliaque et ça peut évoluer vers quelque chose de grave. Alors prenez vraiment, et même en achetant des produits, comme je vous disais tout à l'heure, les épices, les confitures, il faut qu'elles soient à maison, les yaourts, il faut qu'ils soient à maison, les laits, etc., les fromages. Les fromages, justement, aussi, fromage à pâte dure, c'est ça? À pâte dure, certains fromages où il y a une croûte, des fois il y a des traces de gluten. Bon, il n'y a pas de réglementation stricte ici en Algérie, à l'étranger un peu mieux, mais quand même on avance vraiment dans cette optique. Il y a vraiment des pâtes, il faut savoir qu'on peut travailler avec de la farine de riz, avec de la farine de maïs, avec de la farine de lentilles, avec de la farine de pois chiches, avec de la farine de pommes de terre. Oui. On peut mais à condition de les acheter bien emballés. Ah oui, il faut que ça soit que ça soit pas en vrac. En vrac, oui. Comme je disais, la pelle peut passer d'une farine normale à une farine sans gluten. Et à ce moment-là, il y a vraiment une très grosse contamination croisée. Très bien. Donc vous restez avec nous, mesdames, et nous allons passer à la rubrique de Wahida Salim Cherif Wicher, et vous allez participer aussi à la rubrique de Wahida. D'accord ? Très bien. Oui, ça... Alors j'ai toujours dit, manger, c'est un plaisir. Donc, pourquoi se priver d'un plaisir tant qu'on peut le faire chez nous? Donc, je me suis dit, tiens, les cœliaques, c'est vrai qu'on a des aliments interdits. Si on achète en vrac, c'est vrai qu'on risque de se faire contaminer. Si on va acheter des pâtisseries, c'est vrai qu'il y a un petit risque. Mais chez nous, est-ce qu'on peut faire des trucs? Alors, oui, la réponse est oui. Mais quels sont les aliments qu'on pourrait remplacer à la maison, par exemple? Parce que nous, le numéro 1 qu'on utilise chez nous, c'est la farine. Oui, pour faire les gâteaux, pour faire les crêpes, les pancakes, c'est la farine. Beaucoup de pain. Nous, les Algériens, consomment beaucoup de pain. Et du coup, pour les cœliaques, je les appelle pédophiles. On va l'utiliser seulement. C'est vrai en plus parce qu'on mange tout avec le pain, puis toi, Jenny, tout ça, si on ne sauce pas, c'est pas possible. Hein. Donc du coup, ce que j'ai retenu par rapport à ce qu'on est en train de voir depuis tout à l'heure, c'est qu'on peut faire nos courses intelligemment. Donc on choisit bien nos aliments. On a dit qu'il fallait faire attention de ne pas acheter en vrac pour ne pas risquer d'être contaminé. On a dit qu'on devait lire les composants. Oui. Après, une fois qu'on a mis notre liste, on se dit tiens, qu'est-ce que je pourrais acheter? Quelles sont les farines que je pourrais remplacer? J'ai fait mes petites recherches, on a le riz. On a tous du riz à la maison. On peut l'utiliser, on peut l'avoir en farine de riz, on peut avoir des nouilles de riz, on peut avoir des galettes de riz. Les galettes de riz, c'est les feuilles qui mettent à le bourrec, voilà. Feuilles de briques. Alors les feuilles de bourrec ou des galettes? Voilà, les galettes et puis il y a les feuilles. Voilà, elles sont plus épaisses. Voilà, les galettes, c'est vrai. Voilà, du riz soufflé aussi, mais encore une fois, il faut lire les composants. On a aussi le maïs. C'est un produit qu'on trouve énormément en Algérie. On doit avoir
farine de maïs, on peut avoir de la semoule de maïs. Exactement. Et d'ailleurs, une fois, je vais vous raconter une petite anecdote. Je l'avais à la maison, j'ai dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec la semoule? Et ben j'ai fait la tammena avec. Ouais, voilà. Aussi. La bsboussa. C'était trop bon. Et puis on peut aussi essayer des recettes étrangères comme avec le maïs, c'est la polenta. Essayer de faire des recettes étrangères, pourquoi pas la polenta pour le maïs. Et puis la recette qu'on fait avec la farine de riz, c'est le mhelbi aussi. On peut très bien le faire. Voilà, déjà avec du lait d'amande pour éviter le lait ou le lait. On peut toujours remplacer le lait justement. Ils font pas tous une intolérance au lactose. Oui, voilà. Oui, mais voilà, si toutefois on veut faire encore plus attention, on peut utiliser le lait d'amande ou bien le lait de coco, que je vais vous dire comment le faire. On a aussi la pomme de terre, c'est un aliment qu'on trouve chez nous, donc on peut faire de la farine de pomme de terre. Tout simplement, un fécule de pommes de terre ou bien en purée. À purée, on peut, pour les personnes qui nous regardent et qui veulent donner à manger à leurs enfants des pizzas, on peut faire des pizzas avec la pâte de purée. On peut faire de la pizza aussi avec du chou. Aussi. Du chou râpé. C'est vrai. Ça, c'est une des recettes que je donne à mes patients. Et c'est de la très très bonne pizza. Exactement, c'est vrai. On fait des petites galettes comme ça avec du chou râpé et on met ce qu'on veut dessus. C'est vrai que on n'a même pas le goût du chou pour ceux qui n'aiment pas. C'est vrai, j'ai vu ça en recette récemment et moi j'aime pas le chou. Honnêtement, j'ai dit juste l'épicer. Je devrais essayer en pizza. Voilà, il faut le sublimer comme je vais tremper mon œil, je vais lui dire, faire croire que c'est une pizza. Peut-être ça va marcher. Bah oui. On a aussi la farine du manioc ou bien les racines du manioc. Aussi. Oui, on a du mal à le trouver ici, hein, c'est ça le souci. Dire, par rapport, c'est vrai que rester dans ce qu'on a ici, parce que c'est pas toujours justement, évident. je l'ai vu en vente et c'est pour ça que j'ai dit ça. Je savais pas que ça existait ici et que c'était en vente. On va dire que c'est pas partout. C'est pas partout, mais on le retrouve quand même. Peut-être qu'on le trouve aussi. Le belot. La farine de belot, on a le couscous t'a le belot, nos grand-mères le font, le cuisine. La galette aussi. Oui, la galette. En plus, en ce moment, c'est la période des galettes. C'est super bon. Oui. On a aussi soja, la farine de soja, c'est en vente aussi, même si c'est et le lait de soja. Le lait de soja aussi, il est en vente. On a aussi les fèves de soja. J'ai vu des sacs où c'est noté fèves de soja. Après, pour les recettes, j'ai essayé de chercher un peu parce que moi, je suis très curieuse. J'aime bien tout ce qui est cuisine et tout. Voilà, on peut les utiliser comme salade, on peut faire des plats. Il y a aussi pois chiches. هذيك الحميصه on a tous on l'a chez الغريبيه تاع الحميصه il y a du sucre, de la farine de pois chiches, on peut même faire des petits biscuits et de la cannelle. Exactement. Avec de la cannelle, c'est vrai que ça change tout. Moi j'utilise beaucoup de cannelle. Ça fait spéculoos. Oui. Alors encore un dernier ingrédient parce qu'on a un appel téléphonique justement pour lui laisser la chance de parler. Le quinoa, on le trouve aussi sur le marché. Et c'est à la mode en ce moment. Et aussi l'avoine. Oui, l'avoine, la farine de flocons d'avoine. Soit pure. Absolument. Oui, absolument. Voilà. Parce qu'en fait, les usines de blé, ils font aussi l'avoine. Donc souvent, elle est contaminée. Il faut que ça soit de l'avoine vraiment où il y a trouver la certification sans gluten. Absolument. On le rappelle encore une fois, donc il faut trouver la certification sans gluten. Surtout l'avoine, en particulier. Voilà, pour l'avoine, c'est pour ça que j'avais laissé ça vraiment en dernier, parce que l'avoine, effectivement, il faut faire très attention. Très bien. Sinon, on peut l'utiliser comme farine et faire de bons gâteaux. Voilà. D'accord. Alors, on va recevoir un appel de Myriam. C'est ça, c'est ce qu'on me dit. Alors, bonjour Myriam. Oui, bonjour. Si j'appelle, c'est pour vous signaler qu'il y a une autre céréale qui est rentrée en Algérie, c'est le sarrasin. Oui. Qui est une céréale sans gluten et qui est très efficace. Et moi, par exemple, je ne supporte pas le maïs. Le sarrasin, c'est très bien. Il y a aussi une farine que j'ai trouvée en Algérie, c'est la farine de mil, mais venant de Tunisie, et la farine le mil qui est une céréale qui est africaine, mais le produit venait de Tunisie. Et ce qu'on aurait avantage de faire venir aussi, c'est le fonio. Le fonio qui est une céréale aussi sans gluten, qui vient d'Afrique. D'accord, très bien. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Alors vous êtes cœliaque, vous Moi je le suis, mais pas de façon sévère comme certaines personnes. Je l'ai été quand j'étais enfant et dans les années 60, ça posait vraiment, les gens ils étaient à côté du problème. Oui. Donc ça m'a posé de sérieux problèmes de santé dans ma jeunesse. Ensuite ça s'est plus ou moins stabilisé à la maturité et là ça revient après la ménopause. Ça aussi, il faut le savoir. Et ma fille a eu ce problème là aussi, donc c'est aussi héréditaire. Hein. D'accord, très bien. En tout cas, bon courage et merci. Merci pour ces astuces, pour ces informations. Et puis, bon courage à vous et à votre fille aussi. Merci pour votre témoignage. Merci, au revoir, madame. Au revoir.
C'est bien la farine de sarrasin, c'est très très bien. On peut faire beaucoup de choses avec si elle existe ici. C'est vraiment une très très bonne chose, franchement. Des crêpes, oui, on peut faire pas mal de choses. Des crêpes, il y a pas mal de recettes qu'on peut préparer, des crêpes, des gâteaux. Absolument. Il faut juste s'organiser, prendre les bonnes informations, aller voir les médecins justement. Faire de la glace, faire des yaourts. Franchement, la glace, il suffit de mettre des fruits au congélateur avec de la banane. Oui. Et ensuite, mixer ça. Et puis, on a une glace, on peut mettre un peu de chocolat, on peut mettre... Du miel, on peut mettre du miel ? Du miel, bien sûr. On peut mettre du sirop d'érable pour ceux qui en ont. Du miel, franchement, oui. On peut mettre du miel comme avec la banane. C'est assez sucré. Les fruits qu'on a maintenant sont très sucrés. Moi, c'est des recettes que je donne aussi pour mes patients qui doivent perdre du poids. Donc, on peut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Il ne faut pas rester dans la frustration. Moi, je trouve que, quelle que soit la maladie, aussi bien un diabétique ou un cœliaque, il faut sublimer les plats, il faut avoir une belle table pour pouvoir être... Parce que le regard est important. Si on lui met un gâteau vraiment mal fait, voilà. Et vraiment, il faut vraiment essayer de faire beaucoup de recettes pour finir par de jolies recettes avec de jolies décos, une belle décoration pour donner envie et ne pas se sentir malade. Parce qu'il ne faut pas... C'est une maladie qui, entre guillemets, se guérit avec un régime à vie, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment sublimer et apprendre et vraiment ne pas marginaliser l'enfant ou la personne qui mange cœliaque dans une famille. C'est très très important, ne pas mettre une bouteille de limonade qui est pour moi abolie pour tout le monde et dire ah ben toi, pour tout le monde, pas que pour les cœliaques. Pour tout le monde, ça c'est clair. Pour moi ça c'est no way. Donc mettre une bouteille de limonade, dire nous on peut boire, mais toi tu es cœliaque, tu bois pas. Ça c'est pas possible, aussi bien pour un diabétique qu'un cœliaque. Il faut que la famille soit vraiment autour de ce genre de problème pour pouvoir et le côté psychologique, on n'en a pas parlé. Justement, j'allais vous dire, justement, le fait de se voir manger pas comme les autres, et puis des plats qui ne sont pas forcément ragoûtants, et à chaque fois on a un plat qui n'est pas très joli, on n'a pas un gâteau comme les autres, Absolument. pas de couleur, pas Absolument. de... Alors qu'on peut. Au final, c'est déprimant, parce que le moral passe aussi par le ventre. Absolument. Déjà, il y a un côté dépression et côté qui va avec la maladie cœliaque. On avait parlé de toutes les pathologies, mais aussi le fait qu'il y ait des carences, le fait ça donne aussi, il y a des gens qui font des dépressions, attention, et qui n'acceptent pas aussi la maladie. Donc, le suivi psychologique est très très important, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours évident. En fait, c'est vrai que c'est pas évident de commencer, mais moi ce que j'ai toujours dit, on a notre temps de se mettre en tête que voilà, on a quelque chose qu'on doit traiter et on a la chance de pouvoir vivre normalement. On a tous les aliments qui existent. C'est très simple, on n'a pas de temps, mais on essaie de s'organiser, de trouver un peu de temps, parce que c'est vrai que Kamel, on se cache derrière le fait qu'on n'a pas de temps, je travaille, mais si on prend 1 heure chaque semaine, on peut préparer tous les repas de la semaine, et on va voir que moralement... Voilà, moralement. Surtout le pain. Oui, surtout pour le pain, parce qu'il n'y a que ça qui nous remonte le moral. Sandwich qui manque, la petite pizza qui manque. Voilà, et puis ça nous remonte le moral, et puis on prend du plaisir à préparer nous-mêmes nos repas. Exactement. Et voilà. C'est beaucoup mieux. Alors, professeur, on arrive à la fin de l'émission. Je vais vous demander un dernier conseil justement aux téléspectateurs. Alors, professeur Boutaleb, qu'est-ce que vous avez comme conseil à prodiguer aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder aujourd'hui ? D'abord, pour les maladies cœliaques, bon, bien sûr, je leur conseille de suivre leur régime, mais surtout de ne pas rester seul. C'est-à-dire qu'un malade cœliaque, c'est vrai quand il suit le régime, on n'a pas grand-chose à lui proposer quand il vient consulter. C'est pour ça qu'il finit finalement par se décourager. Il se dit finalement, quand je vais voir le médecin, il me dit il faut suivre le régime. Non, le médecin, il n'a pas uniquement la prérogative de uniquement prescrire le régime, mais comme c'est une maladie chronique, le médecin va vous suivre sur le plan nutritionnel. Il va voir si vous n'avez pas pris trop de poids. Et il va ajuster votre régime. S'il voit par exemple que vous prenez trop de sucre ou trop de gras, il va peut-être vous conseiller un nutritionniste. Il va dépister les maladies auto-immunes qui peuvent être associées à votre maladie cœliaque. Donc il va annuellement rechercher si vous n'avez pas de diabète, si vous n'avez pas de thyroïdite. Donc si c'est vous un n'avez suivi pas... quand même
sérieux et important à et faire. avec l'âge, il va dépister devant des symptômes d'alerte, éventuellement les complications. Oui. Je leur conseille aussi d'adhérer aux associations, parce que quand on est nombreux, on ressent moins la maladie et l'isolement. Donc il faut adhérer aux associations à qui en parler. Voilà, pour pouvoir partager notamment les recettes, voilà, partager ses expériences, voilà, les bons plans, les bons magasins qui vendent les produits à des meilleurs prix. Merci. Et Dr Oumnia, un dernier conseil rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pas de souci. En fait, comme disait professeur, en fait, c'est vrai que la maladie cœliaque est une maladie un peu compliquée par rapport au début, mais après, on peut vivre avec, comme on peut vivre avec beaucoup d'autres maladies. Il suffit vraiment de faire attention à notre alimentation, de lire entre les lignes. Et à ce moment-là, je pense qu'un suivi psychologique est important. Moi, j'insiste sur ça parce que c'est pas toujours évident, si bien pour la maman que pour les enfants. Donc, il faut savoir la maladie cœliaque touche plus les femmes que les hommes. Et donc, si on a une maladie cœliaque dans la famille, même du 2e degré, il y a une petite symptomatologie. Le retard staturo-pondéral, pour moi, est très important. Même s'il y a une petite symptomatologie, il faut penser à se dépister et à prendre en charge cette maladie. Je pense qu'on a une belle espérance de vie si on prend en charge rapidement, tôt et à long terme. Très bien, merci à vous. Alors je rappelle, professeur Amira Boutal, vous êtes professeur en gastro-entérologie au CHU de Bab el Oued. Merci d'avoir participé à l'émission. Ça a été un plaisir. Et docteur Linda Oumnia, vous êtes nutritionniste et médecin esthétique. Merci aussi d'avoir participé à l'émission. C'est un plaisir également. Et Wahida, j'ai envie de dire quelque chose. Vas-y, justement, vas-y. Mangez bien, ça va vous remonter le moral. Voilà. Oui, mangez sainement surtout. Oui, bien, me dire sainement, bien sûr, je peux pas me permettre que docteur... Quand on dit manger bien, on peut comprendre manger bien. Non, mangez bien chez vous, préparez. Oui, c'est vrai. Mangez bien et sainement. Non, mangez bien et sainement chez vous, vous allez voir que ça va vous remonter le moral. Exactement. La santé, c'est très important. En tout cas, on vous donne rendez-vous demain à 10h30 toujours en direct avec Wahida Salem Sherif, avec d'autres invités pour un autre thème. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Allez voir le médecin si ça ne va pas. J'espère que l'émission aujourd'hui vous a éclairé, vous a aidé et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci encore et au revoir.